Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 18 avril. Au Sénégal, le déplacement de la ministre des Relations extérieures et de la coopération s'achève. Après un reportage, Isabelle Béraud-Amadei sera notre invitée pour faire le point sur le soutien monégasque dans le pays, notamment en matière d'entrepreneuriat féminin. En basket, Monaco termine la saison régulière d'Euroleague de la meilleure des manières. Hier soir, la Rocket Team a dominé le match face à l'Hapoel Tel Aviv. Résumé à suivre. Il y a 70 ans, jour pour jour, Monaco célébrait sous les yeux du monde le mariage du siècle. Le prince Régnier III et Grace Kelly se disaient oui. L'émotion est toujours vive en principauté. Nous recevrons l'animateur et journaliste Stéphane Bern. Et puis la chronique US nous emmènera à New York, dans les pas de la mission de la direction du tourisme et des congrès, actuellement aux États-Unis pour promouvoir la destination Monaco. Tout au long de la semaine, nous avons suivi la visite de travail d'Isabelle Béraud-Amadei au Sénégal. Dans un instant, nous ferons le bilan de ce déplacement avec la ministre des Relations extérieures et de la coopération. Mais avant cela, je vous propose de découvrir un ultime reportage. Bonsoir Émilie Rousseau, vous avez quitté la capitale pour vous rendre un petit peu plus au sud du pays. Oui, nous sommes à 3 heures de route de Dakar, dans le delta du Saloum, un site protégé, un site inscrit au patrimoine de l'UNESCO pour découvrir les activités d'ICD Afrique, un partenaire de la direction de la coopération internationale. Et pour aller découvrir les actions de cet institut, nous avons dû emprunter une pirogue typiquement sénégalaise. Bordé par l'océan Atlantique, le Sénégal est un pays plein de ressources. Il possède des écosystèmes exceptionnels, parfois même insoupçonnés. Dans le delta du Saloum, dans un véritable labyrinthe de mangroves, un programme a transformé la vie des femmes. Depuis toujours, dans cette région, la récolte des coquillages est une tradition. Aujourd'hui, cette activité est la principale source de revenus des femmes. Dans le delta du Saloum, l'exploitation des coquillages était destinée à 100% pour les femmes. C'est une activité culturelle, une activité de subsistance, mais actuellement c'est une activité économique. Et cette activité est pratiquée uniquement par les femmes, avec de maigres moyens. Mais actuellement, on assiste à une progression de l'activité. Voilà, l'activité qui était une activité très artisanale commence à se moderniser. Et pour accompagner au mieux cette modernisation, l'ONG ICD Afrique mène dans la région un programme baptisé Femmes et Coquillages. Il bénéficie de l'aide de la coopération monégasque depuis 2017 et a déjà soutenu directement 2000 femmes. Je me sens fière parce que je suis une femme active, une femme aussi leader. Et aussi, je suis fière parce que j'ai un partenaire comme ICD Afrique qui accompagne les femmes du GIE et en partenariat aussi avec la Monaco. Chaque jour, ces femmes attendent la marée basse pour partir en mer et procéder à la cueillette des coquillages. Elles ont été formées aux méthodes de production, de récolte, de culture et de transformation, tout en étant respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique est en marche avec de l'aquaculture et du maraîchage. Une crèche a aussi vu le jour en plein cœur du village de l'île de Falia. Il nous aide, il change nos vies. Oui. Fait des formations encore, des transformations, tout ça. Ça a un impact positif, n'est-ce pas, par rapport à la population. Parce que non seulement il aide les enfants à venir à l'école, à aimer l'école, mais également ICD Afrique crée des conditions qui permettent à l'enfant, n'est-ce pas, à s'épanouir au niveau, n'est-ce pas, de l'école. Ce programme est une véritable opportunité économique pour ces femmes devenues gardiennes de cet écosystème. Dans ces zones rurales du Sénégal, l'entrepreneuriat féminin s'est imposé comme un moteur de développement durable. Pour dresser le bilan de cette visite, Isabelle Béraud-Amadei a accordé un entretien à Émilie Rousseau. Nous l'écoutons. Bonsoir Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir Émilie. Merci de nous accorder cet entretien à l'issue de votre première visite au Sénégal. Tout d'abord, quel bilan vous dressez de cette visite de travail ?
Eh bien, je dirais que d'abord, Monaco et le Sénégal, c'est une longue histoire puisque nous entretenons des relations partenariales avec ce pays depuis 2004. Donc des liens solides, des liens que nous avons construits au fil du temps. Mais vous l'avez dit, Émilie, c'est la première visite ministérielle ici au Sénégal. Donc un moment important dont l'objectif était double. D'abord, dynamiser nos relations diplomatiques avec les autorités du Sénégal et puis valoriser l'action de la coopération internationale en allant sur le terrain pour voir un petit peu la mise en œuvre des projets de cette coopération ici au Sénégal. Oui, 16 projets sont soutenus ici au Sénégal et ce dans différents domaines. Hein. Oui, nous soutenons effectivement 16 projets dans les 4 domaines d'intervention de la DCI que sont la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé, la protection de l'enfance et la formation et l'entrepreneuriat avec une thématique transversale, les femmes et les enfants vulnérables. Cette visite aura été marquée par la signature d'un accord cadre de coopération. Cela réaffirme l'engagement de Monaco auprès du Sénégal ? Tout à fait, c'était un objectif que nous poursuivions en venant ici au Sénégal, cette signature d'un accord cadre qui formalise, qui institutionnalise, je dirais, nos relations avec ce pays. Même si nous avions déjà un accord sectoriel de santé qui avait été signé en 2023, mais là, un accord cadre de coopération, je dirais, c'est vraiment l'aboutissement de ce travail que nous avons avec les autorités du Sénégal. Vous l'avez dit, c'était une visite de terrain à la rencontre des partenaires locaux qui s'engagent auprès d'acteurs locaux. Ça aussi, c'est important. C'est très important, je dirais même c'est essentiel, c'est le cœur, c'est l'ADN de la direction de la coopération. Localiser l'aide auprès d'acteurs locaux, nous souhaitons le faire à proportion de 40% et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons constaté surtout par cette visite de terrain ici à Dakar, au plus près de nos partenaires mais aussi de nos bénéficiaires. Mais pas seulement à Dakar, nous sommes allés aussi jusqu'à Palmarin où nous avons aussi des projets de terrain, Palmarin par exemple, en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Et ces thématiques sont toujours liées, alignées dans la politique publique du Sénégal. Oui, ça fait partie de notre priorité d'action dans tous nos pays partenaires, donc nos 12 pays partenaires. Nos actions s'alignent avec les besoins d'abord et les priorités des politiques publiques et des stratégies qui sont menées par le pays où nous intervenons. Je crois que c'est essentiel et c'est grâce à cela que nous assurons la réussite de nos projets. Lors de cette visite, vous n'étiez pas seule, Isabelle Béraud Hamadi, vous étiez accompagnée d'une délégation de la direction de la coopération internationale qui est basée à Monaco, mais vous avez aussi des représentants ici au Sénégal. Hein. Effectivement, j'ai été accompagnée par une belle délégation. En premier lieu, le consul de Monaco au Sénégal, Maître Guédel Ndiaye, qui assure un petit peu l'interface entre la principauté, les autorités et nos partenaires. Notre coordinateur pays, Abdoulaye Gueye, qui lui aussi joue un rôle essentiel et qui a beaucoup œuvré dans l'organisation de ce déplacement. Bastien Niquez et Gilles Collard, qui sont donc les collaborateurs de la DCI au siège à Monaco. Et puis vous, Émilie, avec Sylvain, qui nous avaient accompagnés durant tout ce séjour et qui ont permis aussi de montrer quelles ont été nos actions ici durant toute la semaine. Et les téléspectateurs ont pu voir via nos reportages justement cette visite de terrain et surtout l'humain qui régnait dans toute cette rencontre. Qu'est-ce qui vous aura marqué le plus lors de cette visite ? Eh bien, j'ai appris un mot ici en venant au Sénégal, c'est la teranga. Le Sénégal est la terre de la teranga. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'hospitalité. C'est vrai que nous avons tous été touchés par la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé par les autorités, mais aussi par toutes les personnes que nous avons rencontrées. Une gentillesse, une bienveillance, et puis en même temps une dynamique, un sens de l'humour incroyable. Voilà, je crois que c'est aussi cela que je garderai à mon retour à Monaco, la gentillesse de toutes les personnes que nous avons rencontrées.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Béraud-Amadei de nous avoir accordé cet entretien à l'issue de cette visite au Sénégal. Merci à vous. Merci beaucoup Émilie, bonne soirée. Un mot de basket, la Roca Team recevait hier l'Hapoel Tel Aviv pour la 38e et dernière journée d'Euroleague. Les Monégasques se sont imposés 105-85, un match dominé de bout en bout par les Rouges et Blancs qui leur permet de terminer 8e de la saison régulière. Résumé signé Gaëtan Lebrun et Arnaud Humbert. La Roca Team n'avait pas le droit à l'erreur et a peut-être disputé hier son meilleur match de la saison en dominant l'Hapoel Tel Aviv dans presque chaque quart-temps. Grâce à Jaron Blossom Game, auteur de 30 points hier, et au retour de Mike James à son plus haut niveau, avec 20 points, 3 rebonds et 7 passes, les Monégasques étaient en mode rouleau compresseur et terminent la saison régulière sur une note positive. C'est sûr que se baser sur ce genre de performance, c'est ce qu'il faut, que ce soit défensivement ou offensivement, dans le partage du ballon, c'est ce qu'on recherche à faire et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu notre identité quand on est, comme vous l'avez dit, quand on est dos au mur, que ce soit cette année, l'année dernière ou même il y a 2 ans, c'est là qu'on arrive à jouer notre meilleur basket. Tous les titres probables à aller chercher, ils sont encore à notre portée, donc on ne va pas s'arrêter maintenant et on va essayer de finir ensemble correctement. Avec cette 8e place, les Monégasques disputeront un premier match de play-in mardi à l'extérieur face au Panathinaikos. En cas de victoire, ils rejoindraient directement Valence en quart de finale. Et en cas de défaite, la Roca Team aura une seconde opportunité de rejoindre les playoffs vendredi face au vainqueur de Barcelone, Étoile Rouge de Belgrade. Mais dans ce cas-là, Monaco tomberait sur l'Olympiakos en quart de finale. C'était il y a 70 ans, le 18 avril 1956. Le mariage civil entre le prince Régnier III et Grace Kelly était célébré au Palais Princier. Une séquence suivie le lendemain de la cérémonie religieuse dans la cathédrale. 2 jours qui ont marqué l'histoire, suivis à l'époque par des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui encore, cette union entre le souverain monégasque et l'actrice américaine fascine. L'association Monaco-USA a organisé une soirée spéciale hier au Marius. Théo Schumer et Julien Laugier y ont assisté. The weekend 70 years ago, Princess Grace and Prince Rainier were married. On l'annonçait comme le mariage du siècle. Pourtant, au siècle suivant, on en parle encore avec la même émotion. L'union du couple Régnier III-Grace Kelly continue à marquer les esprits 70 ans après. Pour l'association Monaco-USA, il était donc naturel d'organiser une soirée d'anniversaire. C'était ce mariage qui vraiment profondément transformé Monaco dans tous les aspects de notre vie quotidienne. L'économie, la culture, la vue globale. Et pour ça, vraiment, on veut célébrer le mariage du siècle, mais aussi le mariage, mais aussi le couple du siècle. Princess Grace, Prince Rainier, bon anniversaire, happy anniversary. Cette soirée est également l'occasion de promouvoir la sortie d'un hors-série collector édité en français et en anglais par le groupe Nice Matin. 116 pages de photos et documents exceptionnels, tout droit sortis des archives privées de la Principauté et sur lesquels se sont essentiellement concentrés les journalistes de Monaco Matin et Nice Matin. On s'est souvenu que cet événement a été très marquant pour la Principauté, que ça a été le début de tous les projecteurs qui se sont braqués sur Monaco et un nouveau départ pour ce territoire. Pour marquer l'événement, on a donc choisi de mobiliser la rédaction et de produire ce supplément de 110 pages, un beau produit, vous avez vu, avec un beau papier. C'est pas le format habituel du journal papier. L'idée, c'était d'aller au-delà de tout ce qu'on avait pu lire, entendre, les rumeurs, les anecdotes, d'aller vraiment dans les archives. Et le Palais Princier a ouvert les archives officielles pour raconter l'histoire du mariage princier, ce moment fort, mais aussi tout l'impact que ça a eu sur la Principauté. Les 18 et 19 avril 1956, le mariage du prince Régnier avec la princesse Grace scellait l'union de 2 âmes sœurs, mais aussi de 2 peuples, Monaco et les États-Unis. Un lien qui, preuve en est ce soir, demeure encore et toujours très solide. Pour évoquer plus en détail ce que l'on surnomme le mariage du siècle, nous nous connectons tout de suite avec Stéphane Bern. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre toujours présent sur Monaco Info et pour parler cette fois-ci de cet événement planétaire. Il y a 70 ans, jour pour jour, le prince Régnier III et Grace Kelly se disaient oui dans la salle du trône. Leur amour a immédiatement fait rêver. Pourquoi ?
Écoutez, ce qui était tout à fait mythique c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du mariage du siècle entre le prince Régnier III et l'actrice oscarisée à Hollywood, Grace Patricia Kelly, c'est que en fait, les Américains ont découvert Monaco. Vous savez, même quand le prince Régnier a fait sa demande, la mère celle qui allait devenir la princesse Grace avait cru entendre Morocco et elle pensait que sa fille allait épouser le sultan du Maroc. Et en fait, c'était le prince de Monaco. Et donc, ça a mis Monaco sur la planisphère, ça a mis Monaco sur la carte du monde pour tous les Américains. Vous imaginez quand même le retentissement. C'est vrai le 6 mai 1955, l'actrice oscarisée pour une fille de province était venue à Monaco rendre visite au prince Régnier. Donc on avait vu les photos dans le monde entier. Et un an plus tard, ou un peu moins, puisque c'était le 18 et 19 avril 1956, eh bien, elle l'épousait sous les voûtes de la cathédrale de Monaco. Il y avait 1600 journalistes. Quand j'ai travaillé avec Christian Curius sur le centenaire du prince Régnier, on a retrouvé tous les documents dans les archives. Et d'ailleurs, il y a une exposition au Palais qui va retracer les 70 ans du mariage princier. Mais c'était fabuleux de voir l'émotion de la presse. L'endroit où on avait fait la tribune de presse, l'endroit où les journalistes travaillaient pour le mariage, ça a été vraiment le mariage du siècle. On a du mal aujourd'hui parce que on banalise. Il y a eu Charles et Diana, depuis il y a eu d'autres mariages, mais c'était vraiment le premier grand mariage dans le monde. C'était le premier grand mariage dans le monde. Il a été suivi, vous l'avez dit, par des millions de téléspectateurs. 1800 journalistes ont envahi le Rocher pour couvrir ces 2 jours. Donc le premier, le mariage civil, le lendemain, la cérémonie religieuse, qui était peut-être plus impactante dans la mémoire collective? Oui, absolument. D'abord parce que, évidemment, pour une dynastie catholique régnante, ce qui fait foi pour la légitimité ensuite de la succession dynastique, c'est le mariage religieux à la cathédrale de Monaco. Ce qui est amusant quand on voit les archives, c'est qui était présent. Il y avait le roi Farouk, il y avait le François Mitterrand qui était ministre de l'Intérieur et qui représentait la France. Donc c'est assez amusant. Il y avait aussi beaucoup d'acteurs d'Hollywood qui étaient là. Et si vous voulez, ça a permis aussi, je dois le dire, pour moi qui suis philatéliste, pour tous les philatélistes du monde entier, de collectionner les timbres de Monaco. Parce qu'il y a eu une édition spéciale et puis depuis, vous savez que l'Office des timbres de Monaco connaît un succès dans le monde entier. Il y a beaucoup de collectionneurs. C'est pour dire que ça a attiré l'attention sur Monaco. Il y a eu les premiers goodies, des mugs, des assiettes. Alors, ça n'a rien à voir avec l'émotion qu'ont ressenti les membres de la famille princière. On avait le sentiment que le couple princier était un peu fermé parce qu'il y avait une telle émotion, une telle pression sur eux. Mais ça a été vraiment une liesse populaire. Et c'est les derniers événements où le prince de Monaco, comme le disait Vauvenargues, pouvait réunir tous les monégasques sur la place du Palais ou dans son jardin. Parce que par la suite, évidemment, et on l'a vu avec le mariage du prince Albert II, il fallait prendre des espaces plus grands tellement il y avait de ferveur populaire. Mais c'est pour ça que ce mariage, il y a 70 ans, est resté dans les mémoires. C'est que ça a donné un retentissement à Monaco dans le monde entier. D'ailleurs, Monaco en bénéficie toujours. Monaco est une voix qu'on entend dans tous les domaines, évidemment l'enfance, l'environnement, la défense des océans grâce au prince souverain, mais aussi depuis ce mariage, il y a cette présence, comment dire, une importance plus grande que sur une carte du monde. Vous l'avez dit, ce mariage a transformé le Rocher en un conte de fées et a impacté la principauté en transformant son image sur la scène internationale. Ça a changé beaucoup de choses par la suite. Oui, ça a changé beaucoup de choses parce que tout d'un coup, on a commencé, et c'est la volonté du prince Régnier qui était un prince bâtisseur, il a fait exister la principauté de Monaco dans le monde. Parfois, il y a eu des bras de fer, on l'a vu avec la France en 1962, il y a eu une nouvelle constitution, mais ensuite, il a construit la prospérité monégasque. Et je pense
qu'il avait besoin vraiment d'avoir une princesse Grace à ses côtés, qui a été la plus belle, la plus incroyable des ambassadrices de la principauté. Ce couple a rayonné vraiment dans le monde et donc a fait en sorte que Monaco prenne une place plus grande que sur une carte et avec une influence, c'est l'influence. On appelle ça aujourd'hui du soft power. C'est la diplomatie, c'est l'importance culturelle aussi. La culture à Monaco est devenue une capitale culturelle. Il y a eu toutes les rencontres internationales pour la diplomatie, pour la paix. Les grands séminaires ont eu lieu avec la construction de ces hôtels. Et le prince régnier, évidemment, a eu ce moment de gloire quand Monaco a été une voix à la tribune de l'ONU en 1993. Il y a eu le Conseil de l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monaco est une voix qui existe, qui porte sur la scène internationale. Et tout cela est né, je crois, il y a 70 ans, avec le mariage du prince régnier et de Grace Patricia Kelly. Voilà, une date qu'on n'oubliera pas. Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir permis aussi de replonger dans cette histoire merveilleuse de la principauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout autre chose à présent, l'AS Monaco FC se prépare à la réception de l'AJ Auxerre demain. Un match comptant pour la 30e journée de Ligue 1. Les Monégasques veulent rebondir après leur défaite face au Paris FC. En conférence de presse, le coach Sébastien Pocognoli et le latéral Jordan Tézé sont revenus sur les ambitions du club pour cette fin de saison. Concrètement, on a encore 5 matchs. On sait qu'on démarre avec un déficit de points. Donc forcément, si tu perds des matchs sur la fin de saison, il faut tout simplement recommencer à faire une série et puis attendre les autres résultats. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est se focaliser sur cette série, faire du mieux qu'on peut, comme on l'a fait sur cette longue série avant. Alors, que cette série stop, ça arrive dans tous les clubs qui font ce genre de série. Mais forcément, quand elle stop, on peut apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'on avait prévenu que cela pouvait arriver, mais ça s'est passé. Donc pour répondre à la première question, j'ai eu mes réponses. Maintenant, c'est de comment on va utiliser cette défaite et essayer de s'en servir pour bien terminer cette fin d'année. Et toujours améliorer ce qu'on peut améliorer aussi sur l'aspect mental. Ça fait pas de bien parce que on avait gagné aussi beaucoup de matchs, mais ça se passe. On sait que les Ligue 1, c'est jamais facile, même contre l'équipe des équipes avec beaucoup de points, même contre l'équipe avec pas beaucoup de points. Donc oui, maintenant on doit juste réagir. Et maintenant, on doit gagner le prochain match, ça c'est la meilleure réponse. Et le coup d'envoi sera donné à 15h. Une victoire serait synonyme de joli cadeau pour l'AS Monaco FC qui fête demain les 50 ans de son académie. Elle a formé de nombreuses légendes en un demi-siècle d'existence et certaines d'entre elles seront présentes ce dimanche. Je vous invite à voir ou revoir sur notre chaîne YouTube l'interview de Sébastien Muet, le directeur du centre de formation, dans le journal d'hier. Je vous le disais en titre, cette semaine, la mission de la direction du tourisme et des congrès a parcouru le Texas puis New York pour faire découvrir tous les atouts de la destination Monaco. Nous vous dévoilions hier la nouvelle campagne Visite Monaco, diffusée sur les écrans géants de Times Square. Pour en arriver là, c'est tout un travail de promotion qui s'est opéré auprès des acteurs du tourisme aux États-Unis, qu'a suivi notre correspondant permanent, Bastien Bory. À force de pouvoir tout organiser sur des plateformes en ligne, c'est finalement le contact humain qui fait la valeur d'une destination. Et aux États-Unis, les conseillers en voyage pèsent encore pour 1/3 des réservations effectuées par les touristes américains. C'est donc à ces acteurs clés que se sont adressés les directeurs et représentants d'établissements monégasques tout au long de leur mission, d'abord au Texas, puis ici à New York. La clientèle américaine est assez exigeante dans leurs souhaits, ils savent vraiment ce qu'ils veulent, donc c'est à nous d'anticiper et c'est le travail qu'on fait avec les équipes, c'est l'anticipation de leur arrivée, mais être aussi très bon dans la communication, être très direct avec eux et apporter toutes les solutions qu'ils peuvent avoir besoin, mais c'est une clientèle qui est très généreuse aussi. En contrepartie, on crée des vraies relations avec notre clientèle américaine et c'est le retour qu'on a de nos équipes au départ des clients. On a une responsabilité
de devoir en tant qu'hôtelier, en tant que, pour certains de nos collaborateurs monégasques, de pouvoir être à la hauteur de ces attentes-là, parce que aujourd'hui on a des compétiteurs extrêmement forts qui ont des capacités de pouvoir faire vivre des choses exceptionnelles dans des endroits du monde tout aussi incroyables. Mais ce que les gens ne pourront jamais avoir et dont nous disposons aujourd'hui, c'est l'histoire, tout simplement. Et les gens ont très envie de revivre, et ils l'expriment et ils l'ont exprimé à travers les multiples rencontres qu'on a pu faire, de vouloir vivre peut-être un moment de cette histoire. Et c'est pourquoi, au quotidien, on essaye d'entretenir ce patrimoine. Compte tenu de l'ampleur du marché américain, les destinations internationales s'appuient sur un calendrier régulier d'opérations de promotion. La direction du tourisme et des congrès se rend ainsi chaque année aux États-Unis. L'idée, c'est vraiment de créer les conditions d'échange les plus favorables, en veillant bien sûr à répondre à la fois aux besoins de nos partenaires en premier lieu. Et aux États-Unis, c'est un marché qui est plutôt orienté sur des catégories d'hôtels 4 et 5 étoiles. Mais nous avons aussi un partenaire 3 étoiles qui est avec nous cette année, l'hôtel Columbus. Et aussi, bien évidemment, répondre aux besoins des professionnels du tourisme qui ont besoin d'avoir la connaissance de la destination, connaître les nouveautés, connaître les spécificités, les aspects uniques de cette destination pour convaincre à leur tour les clients que c'est là qu'ils doivent aller pour leur prochain voyage. Et en 2025, la clientèle américaine représentait 12% de l'occupation hôtelière en principauté. Une part en hausse grâce aussi au soutien du consul général de Monaco à New York, Gildo Pastor, et au travail de l'agence DCI, autre relais des autorités monégasques aux États-Unis. Our role at DCI is to strategically position Monaco in the U.S., which is a very competitive landscape. We're helping shape the story and the right stories to tell to the right people. And so making sure that we are connecting with influencers, travel advisors, and media, and that we're getting them access to the right information at the right time so that travelers have all the information they need to know to be able to choose Monaco when they are flooded with tons of options on where to choose, where they're going to vacation and spend their money. Le modèle des conseillers en voyage américains repose par ailleurs sur des systèmes de commission négociés avec les hôtels de 8, 10, parfois 12% sur le prix total des réservations, d'où l'importance des rencontres directes pour maintenir ces accords actifs. A destination like Monaco has evolved tremendously over the years. If you want to ask me why, I can tell you one of the biggest reasons: airlift. Non-stop flights. Nice for years had such limited non-stop airlift, and then all of the seasonal airlift, became available between Delta and La Compagnie, and such great opportunities for travelers from the U.S. to reach the destination non-stop. I think that became more accessible. Once it became more accessible from a non-stop perspective, I think more people started visiting. And then not only that, also not just in the summer months. Porté par ces campagnes de promotion internationale, le secteur touristique représente 11% du PIB de Monaco et 18% de sa main-d'œuvre. Avant de clore ce journal, nous souhaitions rendre un hommage à Nathalie Baye. La famille de l'actrice a annoncé sa mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Si elle a brillé dans le cinéma et à la télévision, c'est dans une école de danse professionnelle monégasque qu'a démarré la carrière artistique de l'artiste. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, la météo de Théo Schumer, précédée des plus belles images de la dernière édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. C'est en janvier, mais nous célébrons ce samedi la journée mondiale du cirque. Belle soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. Des prévisions particulièrement agréables demain en principauté, bien que la journée s'annonce un poil couverte. Demain matin, vous vous réveillerez avec un voile nuageux qui se poursuivra jusqu'au soir. Il faudra attendre lundi pour retrouver un peu plus de soleil. Côté température, attendez 18 degrés en matinée et 19 degrés l'après-midi. Et ce dimanche 19 avril, vous penserez à souhaiter une excellente fête au Emma. Excellente soirée avec nous.